Là, le problème, c'est quelle est l'intention et Ouais. Voilà. quel est savoir à quel point il connaissait les règles. Je veux vraiment insister sur le fait que les joueurs qui ont un doute doivent appeler un arbitre. Je Mm. veux vraiment pas qu'on arrive à un point où les joueurs commencent à avoir peur d'appeler les arbitres parce qu'ils ne connaissent pas les règles par cœur. Et ça serait vraiment dommage puisque ça voudrait dire que chacun va jouer dans son coin Mm. et on va rien apprendre. Par contre, les règles de tournoi ont une phrase qui dit que dans les tournois compétitifs, les joueurs sont attendus à avoir des plus hauts standards en termes de connaissance des règles. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les règles de l'Orcana par rapport à notre précédente vidéo qui a ouvert pas mal de débats. Mais avant toute chose, on voudrait vous dire que nous ne cautionnons absolument pas le harcèlement que peut recevoir Raclem. Voilà, que ce soit menace de mort à cyberharcèlement, on ne cautionne pas du tout. On est d'accord sur le fait que il a fait du rule sharking et c'est pas bien et on est d'accord avec ça. Donc c'est tout ce qu'on voulait dire par rapport à ça. Maintenant, donc on va dans une vidéo avec un juge pour parler des règles et du pourquoi, du comment. Au final, il y a eu ce souci et en espérant que ça éclaircisse un peu plus la situation. Voilà. Et ce sera la dernière vidéo sur le sujet. Après, on reprend une activité normale. On arrêtera Voilà. après. On arrêtera ce type de vidéo. Exactement. Je pense que voilà, on a compris, on n'en fera plus. Allez, bon visionnage. Donc nous faisons suite à notre première vidéo qui a sorti, il y a eu des vives réactions, mais pour reparler de tout ça correctement, on est accompagné de Alain ici présent. Alain, peux-tu te présenter s'il te plaît? Tout à fait, bonjour. Donc je m'appelle Alain. J'ai commencé à jouer à l'Orcana dès sa sortie au chapitre 1 et je me suis très vite intéressé à tout ce qui était règles et organisation de tournois. Et ça m'a amené assez naturellement vers le rôle d'arbitre, qui à l'heure actuelle n'est pas quelque chose de reconnu par Ravensburger. Il n'y a pas d'arbitre officiel, mais si on a si on a de la volonté, si on a envie de faire les choses bien, il est possible d'être arbitre, que ce soit dans des boutiques, que ce soit dans des plus gros événements tels que les tournois challenge. Et j'ai eu notamment la chance d'être sélectionné au tournoi challenge de Lille et à celui de Birmingham, qui pour moi ont été des expériences très très intéressantes. J'ai également été l'arbitre principal de tournois en ligne et autres tournois physiques, pas forcément les plus gros qu'il y a eu en France, mais quand même avec pas mal de joueurs. Donc je pense que j'ai pas mal d'expérience et je suis toujours content d'expliquer les choses ou d'aider la compréhension, que ce soit des règles ou de l'organisation des tournois. Très bien, Très bien, super. merci. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour clarifier les choses. Une chose aussi à dire, c'est que tu fais partie aussi du groupe des juges français. Il y a un groupe Discord dessus. Et que du coup, je crois que tu me disais que tu fais partie des membres actifs de ce groupe-là. Et donc, Ouais, c'est aussi une bonne chose. il y a un serveur Discord qui a été créé à l'initiative de quelques arbitres français, en partie parce qu'il n'y a pas de programme officiel mis en place par Ravensburger et que malgré tout, on veut quand même avoir une manière pour les individus de savoir à quel niveau ils sont, à quelle étape dans leur carrière entre guillemets d'arbitre ils en sont. C'est pas moi qui ai mis en place ce serveur. J'étais pas parmi les fondateurs, mais je l'ai assez vite rejoint et maintenant oui, je fais partie des arbitres expérimentés qui encadrent un petit peu ce processus de confirmation des arbitres. Donc n'hésitez pas à partager le lien vers le serveur Discord. Ça marche, ça sera en On ne description manquera pas. de la vidéo. Du coup, c'est toi qui nous a contacté suite à cette première vidéo parce que tu as relevé certaines choses qu'on a pu dire dans cette vidéo. Et donc, est-ce que tu peux nous éclaircir, nous expliquer exactement ce qu'il s'est passé et la règle du sac, en fait. Nous expliquer en général la règle du sac et ensuite l'appliquer
concrètement au cas pratique qu'on a vu entre Jesse et Raklem. Oui, alors, il faut partir au début de la partie des règles sur ce qui concerne les capacités déclenchables ou déclenchées. La traduction est un peu comme vous voulez. En anglais, Triggered Abilities. Donc, c'est la section 7.4 des règles complètes qui nous dit que dès que la condition d'une de ces capacités est remplie, l'effet est placé dans le sac. Donc, on a ce sac imaginaire dans lequel vont les capacités déclenchées lorsque leur condition est remplie. Et à partir de ce point de règle qui concerne précisément le déclenchement, et après, il y a un peu plus de détails sur certains types de conditions qui permettent ou non à certaines capacités déclenchées de rentrer dans le sac. Il y a une autre partie des règles qui est plus spécifique au sac. Et cette partie-là, qui est la partie 8.7, se concentre principalement sur la résolution. Donc une fois que des effets sont dans le sac, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les sort du sac? Dans quel ordre? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui se rajoutent au sac pendant qu'on est en train d'en résoudre, etc. Et donc si on applique à la fois la partie qui décrit les capacités déclenchées et la partie qui décrit le sac des règles complètes, au cas de Melbourne, on retrouve bien que Jesse, donc le joueur qui jouait vert-violet, a deux capacités dans le sac suite au fait d'avoir joué Merlin en chèvre. Et après, il a totalement la liberté de résoudre ses capacités dans l'ordre qu'il choisit. Il n'y a pas d'ordre imposé. Et tant qu'il n'y a pas d'autres actions ou de communication qui indiquerait qu'il passe ou qu'il ne fait pas un des effets, parce qu'il y a certains effets qui sont optionnels, eh ben on considère qu'il a toujours la possibilité de le faire. C'est extrêmement clair. C'est de toute façon ce qu'on disait dans la vidéo, c'était notre première idée. C'est comme ça qu'on joue de toute façon. Le souci, c'est au moment où on a lu vraiment ce qui est écrit dans le règlement que j'ai pris pour cette vidéo, donc qui n'était pas le plus à jour. Ce qui nous a induit en erreur, c'est le fait que ce soit marqué que les capacités soient ajoutées au sac par le joueur. Et là, tu m'as dit que effectivement, il y a une mauvaise compréhension de notre part, parce que cette phrase serait écrite à la voix passive, qui induit justement du coup que les capacités arrivent bien automatiquement dans le sac. Ouais, c'est vrai que, et c'est un peu le souci quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience avec ce type de document, c'est qu'il faut éviter de prendre des phrases seules et d'essayer de les interpréter seules. Un document de règles, souvent, c'est un enchaînement de phrases qui viennent se compléter les unes aux autres. Et donc, un article extrait seul va paraître parfois bancal ou contredire un autre article, et il faut plutôt essayer de les prendre ensemble. Et donc, ce que tu mentionnes, donc l'article 8.7.3, effectivement dit que l'effet est ajouté au sac par le joueur qui a joué la carte avec la capacité déclenchée. Mais en fait, c'est une manière de dire le propriétaire de l'effet dans le sac est également le propriétaire de la carte. D'accord. Et la manière dont c'est écrit est peut-être flou, trop générale, trop générique, mais c'est une manière d'écrire qui va permettre dans le futur de rajouter d'autres cartes avec peut-être des effets, je sais pas moi, pendant un tour, je prends la carte d'un joueur et puis je lui rends à la fin de mon tour. D'accord. Et du coup, il faudra quand même bien que les règles puissent suivre en termes de à qui appartient les effets. Donc c'est ça qui est spécifié avec ce point de règle. Et ça permet notamment de faire fonctionner correctement les points de règle suivants, qui expliquent que c'est déjà le joueur actif qui résout ses effets, puis après on passe au joueur suivant.
Et donc, si les règles n'indiquaient pas la propriété, entre guillemets, des effets, bah, ça serait un petit peu compliqué d'expliquer qu'on fait joueur par joueur. Ouais, totalement d'accord. Mais du coup, avec ce problème de règles, la faute reviendrait à qui au final? Est-ce que c'est plus... donc il y a le concept du rule sharking qui est à part, mais clairement, il y a est-ce que Raclem était dans son droit au final de call le judge, et est-ce que le judge avait tort ou raison, même si bon, voilà, c'est plutôt indiqué parce que tu viens de dire qu'au final, il avait, comme nous, pas forcément bien appréhendé la règle. Et du coup, est-ce que c'est la faute du juge si ça en est arrivé là? Alors, Non pas pour le blâmer, hein, mais se dire ça oui, peut bien arriver à sûr. n'importe qui. Hein. Tout d'abord, appeler un arbitre n'est pas une erreur. C'est-à-dire que même si c'est juste pour une incompréhension, même si sur le moment, ce que l'adversaire a fait était correct, mais que ça vous paraît pas correct, c'est pas problématique d'appeler un arbitre. Ça, qu'on soit bien clair, l'idée, c'est pas du tout de décourager les joueurs d'appeler des arbitres, au contraire. Ok. Après, il y a la manière dont c'est amené à l'arbitre, c'est-à-dire que dire je n'ai pas compris ce que mon adversaire a fait et ce que mon adversaire a fait est complètement faux, c'est deux choses différentes. Mhm. On peut être dans l'incompréhension, par contre être forcément dans Dans l'affirmation et l'accusation, c'est ça, voilà. là c'est un peu plus problématique parce Ouais. que on commence à proposer à l'arbitre une manière de résoudre, une manière de se positionner, alors qu'en tant que joueur, c'est pas notre rôle. Mm. On doit juste donner son point de vue et on n'est pas censé faire le rôle de l'arbitre. C'est ça. Après, on n'a pas eu plus d'informations et c'est tout à fait normal. On va pas avoir le derrière des coulisses de ce qui s'est passé lors de cet appel. Donc je peux pas te dire sur quelle règle l'arbitre s'est appuyé pour rendre sa décision et qu'est-ce qui l'aurait induit en erreur. Mais effectivement, il y a une erreur. Et l'erreur est peut-être due à une compréhension personnelle. Elle est peut-être aussi due à quelque chose de plus systémique, de plus global. Il y a peut-être eu d'autres call judges dans le même événement qui ont également été mal gérés ou mal appuyés. Il y a forcément la pression du stream. Il y a forcément... Enfin voilà, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui font que une erreur humaine arrive. Il y a également des gens qui ont mentionné une phrase dans les règles de tournoi qui peut aussi porter à confusion parce que cette phrase était là dès la première version des règles de tournoi. C'est sur cette phrase que Raclem s'est appuyé d'ailleurs pour cet événement, quoi. Il semblerait que ce soit appuyé là-dessus. Pareil, c'est assez difficile de confirmer ou pas, et de savoir si l'arbitre a pris ça en compte ou pas. Et donc, voilà, la présence de cette phrase dans les règles de tournoi, c'est un problème qui incombe à Ravensburger. C'est pas les arbitres qui ont choisi que cette phrase reste là alors qu'elle n'a plus de valeur. Donc, on a potentiellement un problème qui est beaucoup plus large que juste cet événement. Et c'est quelque chose qui, j'espère, va faire un petit peu avancer les choses en termes d'arbitrage au niveau de Ravensburger à une échelle plus large. Parce que pour que le jeu fonctionne bien, pour que les événements fonctionnent bien, il faut qu'il y ait des arbitres compétents, il faut qu'il y ait une reconnaissance des arbitres, parce que c'est quand même un sacré travail qui est fait. Si Ravensburger ne fournit pas des documentations de qualité ou ne permet pas aux arbitres qui ont cette volonté de vraiment faire leur travail au meilleur de leur capacité, ça ne marchera jamais. Avant de partir sur Raclem en particulier, je voudrais, du coup, là, on parlait du fait d'avoir eu les tournament rules et comprehensive rules et le fait que l'interprétation que chacun en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème, au final, du fait qu'il y ait plusieurs documents
Donc là, on en a 2. Et est-ce que ce serait, de la part de Ravensburger, pas smart de se poser et de faire un document qui prendrait le pas sur tous les autres, et on les oublierait, et qui serait du coup plus clair, et qui éviterait d'avoir des règles qui datent du début du jeu, qui au final prendraient le pas sur des nouvelles règles qui ont été ajoutées ou modifiées. Ça, c'est que Ravensburger qui pourrait réellement répondre à cette question, malheureusement. La manière dont je le conçois, parce que bon, je suis quand même un utilisateur de ces documents, donc je vois quand même un intérêt à ce qu'il y ait une sorte de séparation, c'est que les règles complètes, comprehensive rules en anglais, elles sont surtout là pour expliquer comment on joue au jeu en dehors de tout contexte. C'est-à-dire que juste avec les comprehensive rules, on pourrait par exemple coder un simulateur de l'Orcana, on pourrait Ok. voilà, on peut expliquer à 2 personnes comment jouer avec tous les détails qu'il faut, très précis. Ça reste un document long, je veux dire c'est une 40aine de pages, et il y a énormément de détails sur toutes les procédures de jeu. Mais ça prend pas du tout en compte toute la partie organisationnelle, combien de rondes dans un tournoi en fonction du nombre de joueurs, combien de packs de draft, enfin voilà, ce genre de choses. C'est un autre aspect, c'est une autre facette, et je comprends que ce soit pas dans les règles complètes, parce que au final, le nombre de rondes n'a aucune incidence sur comment jouer une carte ou comment annoncer qu'on met une carte en encre. Par contre, c'est vrai que les règles de tournoi ont des aspects qui sont liés à la manière de jouer. Ce sont les règles de tournoi qui nous disent qu'on peut laisser la carte qu'on met en encre chaque tour face visible jusqu'à la fin de notre tour. Ouais. Ce sont les règles de tournoi qui nous disent que il faut clairement communiquer avec son adversaire pour s'assurer que l'état du jeu est conservé. Et ça paraît logique parce que les règles complètes se placent dans un univers de théorie où tout est tout le temps parfait. Et les règles de tournoi se placent plus dans un univers concret où les joueurs font des erreurs, sont des humains. Voilà, il n'y a que Ravensburger qui peut arriver à mieux coordonner les deux facettes, arriver à mieux synchroniser, on va dire, la mise à jour de ces documents. Et ça passe à la fois par le faire plus fréquemment, pour que voilà, quand on voit qu'il y a une erreur, quand on voit qu'il y a quelque chose qui n'est plus à jour, que ce soit enlevé ou corrigé. Et ça passe aussi, je pense, par potentiellement une meilleure coordination au sein de Ravensburger, puisque à l'heure actuelle, les gens qui travaillent sur les règles, ce sont plus les développeurs du jeu, ceux qui font les cartes, et une équipe dédiée aux règles. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le jeu organisé, donc toute la partie mise en place des tournois, mise en place des championnats de set, ce genre de choses. Et c'est eux qui sont plus responsables pour les règles de tournoi. Et forcément, ils communiquent entre eux, c'est obligé, mais je pense qu'il manque un petit quelque chose. Potentiellement, l'histoire de Melbourne va faire avancer les choses, je l'espère, pour qu'il y ait un peu plus d'uniformité des deux côtés. Oui, il y a déjà eu des communiqués de la part de Ravensburger qu'ils allaient investiguer sur ça, mais qu'on ne connaîtrait pas les aboutissants par rapport à ce problème qui s'est passé. Ils garderont ça en interne pour des raisons de confidentialité. Et c'est tout à fait compréhensible parce que il y a des individus et c'est trop facile de blâmer les individus quand les erreurs qui ont été commises viennent d'un environnement, d'une situation et potentiellement de juste la manière dont les règles ont été écrites. C'est ça. Ça serait vraiment injuste de blâmer juste des individus alors que oui, tout le monde peut faire des erreurs et malheureusement, si on se base sur des choses qui sont fausses, incorrectes, c'est compliqué d'arriver au bon résultat. C'est ça. Et même donc, ce qui amène à ma prochaine
un prochain fait. Raclem ayant... il a fait du rule sharking. Et ça on n'est pas pour, clairement. Ça n'a pas été fair play de sa part de faire ça. J'aime bien ce que ce soit très clair. On n'est pas d'accord avec ça. Certains ne l'ont pas compris. Voilà. Plusieurs personnes ne l'ont pas compris. Mais ça, voilà, on est contre cette idée. Par contre, est-ce qu'il faut le blâmer pour autant de l'avoir... Pas d'avoir fait du rule sharking, mais d'avoir exploité une règle. Là, le problème, c'est quelle est l'intention et quelle est savoir à quel point il connaissait les règles. Je veux vraiment insister sur le fait que les joueurs qui ont un doute doivent appeler un arbitre. Je veux vraiment pas qu'on arrive à un point où les joueurs commencent à avoir peur d'appeler les arbitres parce qu'ils ne connaissent pas les règles par cœur. Et ça serait vraiment dommage puisque ça voudrait dire que chacun va jouer dans son coin et on va rien apprendre. Par contre, les règles de tournoi ont une phrase qui dit que dans les tournois compétitifs, les joueurs sont attendus à avoir des plus hauts standards en termes de connaissance des règles. Et là, si on applique ces standards à Raclem, à un joueur qui a autant d'expérience et de résultats. En soi, il est bon, il a une très bonne connaissance des règles. Et ça c'est un joueur confirmé, ça on peut pas le nier. C'est compliqué de dire peut-être il connaissait pas tout. Non. Non. C'est probable. Enfin, il y a forcément des zones des règles qu'il connaît pas par cœur. On va être très clair, ça reste une action, là, ce qui s'est passé, une action assez banale qui a été répétée des centaines de fois tout au long de ce tournoi. C'est quand même quelque chose d'assez classique, assez simple. Je ne peux pas croire que Raclem ne connaissent pas le fait que finalement les triggers peuvent être faits dans l'ordre qu'on le souhaite et qu'on n'ait pas besoin de les annoncer dans le sac là-dessus. On est convaincu qu'il y a un manque de fair play par rapport à ce call judge. En tout cas, du niveau de Raclem, de son expérience de jeu, de son temps de jeu, ça me paraît gros, quoi. Ça paraît compliqué à concevoir. Le souci étant que on n'était pas sur place, on n'a pas entendu ce qu'il a dit à l'arbitre. Et en fonction de ce qui a été dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un doute sur ce que mon adversaire a fait versus mon adversaire a fait n'importe quoi. C'est pas du tout la même approche. Et à moins d'être sur place et de savoir ce qu'il a dit, ce qu'il a demandé, ce qu'il a mis en avant, c'est compliqué de trancher. Et c'est pour ça qu'il n'y a que les personnes qui étaient sur place, donc les joueurs, les arbitres, Ravensburger, qui peuvent prendre la décision, faire l'image la plus complète de ce qui s'est passé et prendre une décision adaptée. Effectivement, on a bien compris que l'intention du joueur, ce que j'ai pu dire juste avant, je pense qu'il ne faut pas prendre les joueurs pour des idiots non plus. Je pense qu'on connaît très bien les intentions de Raclem sur ce move-là. Surtout que plus tôt dans la partie, il y avait eu exactement le même move, mais avec une rose et il n'avait pas call judge. C'est quelque chose qui s'est fait 100 fois dans la partie, c'est ce que j'ai expliqué. Donc on connaît très bien les intentions de Raclem. Merci Alain. Merci Alain pour tous ces éclaircissements, ça a été super intéressant. Je pense que ça va aussi intéresser énormément de joueurs d'avoir ce point de vue d'un juge et bien surtout membre des juges français actifs. Donc c'était vraiment super cool. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour les viewers. Ou les joueurs. Si vous êtes, pour les joueurs, si vous êtes intéressé, si vous voulez en apprendre plus sur l'arbitrage, n'hésitez pas à rejoindre du coup le serveur Discord des arbitres français, que ce soit pour poser des questions, que ce soit pour tester vos connaissances sur les points de règle ou devenir arbitre, on ne sait jamais. On accepte toutes les bonnes volontés. Et pour ce qui est de vos prochains tournois, instruisez-vous, lisez les règles si vous voulez en apprendre plus. Continuez à appeler les arbitres quand vous avez un doute.
continuer à, d'une manière ou d'une autre, comme vous pouvez, faire comprendre à Ravensburger que les arbitres sont importants. Donc que ce soit en remplissant les formulaires de retour, par exemple, de Fanfinity sur les gros tournois de challenge, que ce soit en disant à vos boutiques on veut un arbitre au championnat de 7. Faites en sorte que voilà, vous fassiez comprendre que les arbitres sont importants, que ça vous permet de faire un bon événement et que vous en avez besoin. Super, merci beaucoup. Merci. Il y a une chose qu'on veut rajouter, c'est évidemment, on peut s'amuser à faire des détournements par rapport à la situation de Raclem, par rapport à ses moves. On peut évidemment faire de l'humour par rapport à tout ça. On a montré déjà lors de cette première vidéo quelques petites choses qu'on avait pu voir sur Twitter. Ça, évidemment, on peut en rigoler. Par contre, il y a des choses que nous, on n'accepte pas et qu'il faut surtout pas accepter, qu'il faut condamner. C'est tout ce qui va être harcèlement, insulte et menace de mort, puisque Raclem, visiblement, selon le communiqué des Inclès, a reçu des menaces de mort. Et ça, évidemment, c'est des choses qu'on condamne, qu'il ne faut surtout pas voir partout, mais aussi du coup à l'Orcana. On a la chance d'avoir une super communauté, un jeu qui est relativement sain, qui a une ambiance unique par rapport aux autres TCG, et il faut surtout pas entacher ça. On doit préserver notre jeu, et donc ce type de comportement peut nuire déjà à la personne et aussi au jeu. Donc par rapport à ça, surtout ne faites pas, ne tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. Je vais rien ajouter à ça, je pense que tu as tout dit. Le harcèlement, c'est très mauvais et c'est pas cautionnable du tout. Mais la même chose aussi, hein, en commentaire de nos vidéos qui nous visent, nous, on est là pour faire du contenu, on s'amuse à faire du contenu, on est là pour parce que ça nous plaît de faire ce type de vidéo. Ça peut arriver qu'on se trompe, qu'on fasse des erreurs, mais c'est pas une raison pour nous insulter ou dire que ce qu'on fait c'est de la merde. Faut faire des avis constructifs. Et du coup, pour conclure cette vidéo, on vous présente un petit extrait d'Alexandre Astier qui en parle justement. Et on va vous laisser là-dessus. Merci. Voilà. Merci à tous. Salut. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est la seule chose qui vous fait descendre. La seule chose qui différencie souvent les gens qui font de ceux qui font pas, c'est juste une impression de légitimité quant au fait de faire. J'ai pas compris. Ça veut dire j'ai la position de quelqu'un qui fabrique. Que ce soit bon ou que ce soit pas bon, ça me regarde pas. Que les gens aiment ou qu'ils aiment pas, ça me regarde pas. Je dois faire ce que je dois faire. Je dois le faire avec tout ce que je peux y mettre. Je dois le faire en ne ménageant pas mes efforts. Je dois faire du mieux que je suis, du mieux que je puis. Mais si je fais du mieux que je puis, si ça vous va pas, c'est pas grave. Si vous m'aimez pas, ne regardez pas ce que je fais, c'est tout. M'insultez pas. C'est difficile en ce moment. Et l'autre jour, il y a un gamin qui se pointe en disant il y a un mec sur Internet, il a mis un Alexandre Astier avec du talent est un Alexandre Astier mort. Quoi? Ouais, je sais pas. Et au-delà du fait que ça n'a aucun sens, il me dit pourquoi ils veulent ta mort et tout. Je dis oulala, mon Dieu. Et je lui ai dit un truc que, tiens, je veux bien dire aux gens ça. J'ai rencontré des vrais bons. T'as dû en rencontrer aussi. Des vrais bons. Les vrais mecs sont bons. Et tu sais quel est leur point commun? Ils sont tous bienveillants. Donc quand tu lis un truc qui l'est pas, le mec est pas bon. Il aurait aimé l'être, tout simplement.